Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chères étudiantes et chers étudiants. Bienvenue pour cette cinquième conférence du cycle organisé par la Commission de l'environnement de l'UNIL, qui va être consacrée à la justice climatique. Mon nom est Alain Kaufmann, je fais partie de la Commission de l'environnement de l'UNIL. Donc ce soir, on va traiter d'une question très importante, la question de la justice climatique. La justice climatique, on y est confronté en tant que citoyen et citoyenne dans les médias, peut-être selon trois axes, trois dimensions différentes. La première, c'est les procès qui commencent à être faits à certains États, ce qu'on a appelé l'affaire du siècle, donc des États qui sont attaqués pour leur inaction climatique. La deuxième, c'est des procès qui sont faits à des entreprises également pour leur inaction climatique, par exemple Total ou Shell, entreprises qui d'ailleurs on l'a vu en exploitant un certain nombre d'archives, avait déjà identifié l'impact sur le climat des émissions de gaz à effet de serre depuis très très longtemps, bien entendu, et qui n'ont pas agi en conséquence. Et puis la troisième manière, c'est les procès qui sont faits aux activistes, notamment d'Extinction Rebellion, mais pas seulement, qui se retrouvent devant les tribunaux et où le juge va statuer sur une clause qui justifie ou non ces formes de désobéissance civile. Alors ce soir, on va aborder, je crois aussi avec Augustin Franière, la question de, bien sûr, l'impact sur les différentes populations humaines du changement climatique et l'impact sur leurs droits, l'impact sur la pauvreté, les inégalités sociales. Donc Augustin Franière est docteur en sciences de l'environnement et en philosophie. Il travaille sur de très nombreux dossiers concernant la durabilité en général, puisqu'il est aussi directeur adjoint du Centre de compétences en durabilité de l'UNIL. Et il est aussi guide de montagne, et je pense que je tiens à le dire parce que probablement ça a joué un rôle aussi dans sa biographie pour son intérêt sur les questions d'écologie. Une seconde. Absolument, même si c'est des compétences qui ne vont pas être mises à profit ce soir. Je te laisse la parole pour la conférence. Merci beaucoup. Merci Alain, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci aux organisatrices et organisateurs de cette série de conférences, de m'avoir invité à m'exprimer à l'occasion. Donc, effectivement, on va parler de justice climatique, mais de par ma formation, donc effectivement, j'ai une formation en philosophie politique, je vais plus vous en parler à la manière d'un philosophe, c'est-à-dire les aspects plus conceptuels qui sont derrière la notion de justice et comment il s'applique au changement climatique, que de vous parler des procès en cours, hein, qui sont finalement aussi une émanation de ces problèmes d'injustice que l'on va voir. Donc, quand on parle de justice climatique, en tout cas à la façon des philosophes, hein, on peut distinguer différentes manières d'aborder le sujet. Donc, ça ne va pas marcher, ça va bien. Voilà. Une première, c'est dans l'optique de la justice distributive. Donc, c'est observer toutes les inégalités résultant du changement climatique. Voilà, donc toutes les inégalités résultant du changement climatique, mais aussi les inégalités préalables, socio-économiques, qui sont renforcées par le changement climatique. Et là, on observe une asymétrie que tout le monde aujourd'hui, je pense, connaît bien, entre inégalités dans les contributions au changement climatique, à savoir que les populations les plus riches ont beaucoup plus largement contribué parce qu'elles ont émis beaucoup plus de gaz à effet de serre, et des inégalités, au contraire, en matière de vulnérabilité et d'exposition au risque, à savoir que les populations les plus pauvres qui ont le moins contribué au problème sont en général celles qui sont le plus exposées. Donc ça, c'est des problèmes notamment de justice distributive qui nous servent aussi à réfléchir à comment partager de manière équitable pas seulement les contributions et les risques, mais aussi les coûts de résolution du problème et ses éventuels bénéfices, évidemment. Ce n'est pas exactement cette optique-là que je vais prendre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur la deuxième option, qui est celle de la justice comme non-nuisance. Justice comme non-nuisance, qui a à son cœur un principe, le principe de non-nuisance, qui est un principe éthique finalement, hein, qui est très largement partagé parmi différentes cultures sur la planète. Hein, c'est quasi un universel et qui dit qu'il faudrait éviter de causer du tort à autrui, sans bonne raison du moins. Hein, si c'est pour des raisons de légitime défense, on pourrait imaginer qu'on pourrait nuire à quelqu'un, mais enfin, en tout cas, c'est un principe qui, a priori, est très largement partagé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette deuxième optique? Eh bien, les questions de justice distributive sont hyper importantes et très intéressantes, mais elles
n'épuise pas le problème de justice du changement climatique. On pourrait imaginer l'imposition de dommages de manière très égalitaire. On pourrait imaginer une situation pas du tout comme celle qu'on connaît aujourd'hui, très égalitaire, mais avec l'imposition de dommages très prononcés et de nuisances, et ce qui crée aussi un problème qui n'est pas très bien décrit par les théories de la justice distributive. Donc, cette justice comme non-nuisance, le point de départ, si vous voulez, c'est de se dire la priorité va au fait d'éviter les dommages. Donc, elle est plutôt centrée sur les victimes, plutôt que sur, par exemple, c'est quand on parle de partage équitable des coûts et des bénéfices, plutôt que centrée sur les acteurs du changement. Centrée sur les victimes, ça veut aussi dire que la priorité est mise sur la protection des victimes et des plus vulnérables. Donc, c'est aussi l'intérêt de cette approche-là que je vais décrire aujourd'hui, en termes principalement de droits humains. Donc, évidemment, quand on parle de nuisance, eh bien, on commence par se demander, quand on prend cette optique de la justice comme non-nuisance, on commence à se demander, mais pourquoi est-ce que le changement climatique pose un problème? Évidemment, la réponse est simple, c'est parce qu'il va générer toute une série de conséquences néfastes et d'impacts sur toute une série de populations humaines. Mais alors, pour analyser ça, on a besoin de données empiriques, d'une part. Quelle sera l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes météorologiques, les vagues de chaleur, les cyclones, les tempêtes, les sécheresses, etc., etc. Données empiriques, donc, qui est-ce qu'elles vont frapper et dans quelle temporalité? Mais on a aussi besoin de questions beaucoup plus normatives sur comment est-ce qu'on définit un dommage climatique. Quel est le degré de gravité? Est-ce qu'on peut établir une hiérarchie? Parce qu'ils vont être multiples, les dommages. Il y aura des dommages létaux, il y a des dommages matériels, il y a des dommages culturels, il y en a des économiques, etc. etc. Comment est-ce qu'on les hiérarchise? Quel devoir on a aussi, puisque je vais prendre la perspective de la justice intergénérationnelle aujourd'hui, quel devoir est-ce qu'on a vraiment envers les générations futures, par rapport peut-être au devoir qu'on a envers les gens de notre génération ou les droits que l'on a, nous aussi, à vivre et à l'épanouissement. Comment pondérer ces devoirs avec les droits présents? C'est toutes des questions normatives qui intéressent beaucoup les philosophes dans les théories de la justice intergénérationnelle. Donc, à partir du moment où on veut évaluer les impacts climatiques de cette manière-là, il y a au minimum trois choses, je dirais, qu'il faut fixer. Et toute théorie de la justice, finalement, fixe au minimum ces trois choses-là. Il y a le périmètre, donc qui sont les sujets moraux, à qui est-ce que l'on considère que l'on peut nuire ou ne pas nuire. Et là, on a plusieurs possibilités différentes. On peut se concentrer sur la justice envers les humains de la génération présente. Il peut y avoir les générations futures qui sont ajoutées à ce périmètre de la justice. Et puis aussi les autres êtres vivants, le reste de la nature, où on a de plus en plus de débats sur justement la justice envers les non-humains, que je ne traiterai pas aujourd'hui. Je vais rester dans le domaine anthropocentré aujourd'hui, mais les débats commencent à se développer pas mal à ce sujet-là, tout comme le débat sur la justice envers les générations futures était à son commencement dans les années 1980, a bien progressé depuis, même s'il y a encore beaucoup de discussions à ce sujet. Ensuite, il faut établir une métrique. Qu'est-ce qu'on mesure? De quoi parle-t-on? Quand on parle de justice, sur quel genre de biens on va se concentrer? Alors là aussi, on peut évaluer l'impact du changement climatique sur le bien-être, ou bien on pourrait évaluer l'impact sur les ressources à disposition des gens et des populations. Donc par ressources, il faut l'entendre au sens large. Ce n'est pas seulement les ressources naturelles, c'est aussi les ressources économiques, les ressources culturelles, etc. etc. C'est tout ce qui nous permet d'agir et de mener notre vie telle qu'on le désire. Ou alors on peut se concentrer sur les intérêts fondamentaux, et c'est là que les droits humains interviennent. Et puis ensuite, il faut une méthode d'évaluation. Comment est-ce qu'on va décider s'il y a nuisance ou pas, s'il y a atteinte à ce bien-être, à ces ressources, à ces intérêts fondamentaux? Eh bien, on peut le faire de manière comparative entre deux situations ou deux scénarios. Par exemple, telle population, les générations futures
seront économiquement moins prospères à cause du changement climatique que les générations présentes. Donc, il y a nuisance. Ça, c'est comparatif. Hein. On compare leur situation future avec la nôtre. Je vais revenir un peu là-dessus tout à l'heure. On peut aussi évaluer ça par rapport à un seuil absolu. Et justement, les droits humains sont un seuil absolu qui existe, un seuil normatif, hein, qui est considéré comme... on considère qu'il y a nuisance à partir du moment où il y a atteinte aux droits humains. C'en est un, il peut y en avoir plein d'autres. Donc, je reviens un petit peu sur cette dernière distinction un peu plus précisément. Comment définir la nuisance? Alors, de manière relative, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les générations futures, est-ce qu'elles seront mieux ou bien moins bien loties avec ou sans politique climatique? C'est en général là que se fait la comparaison. Donc, soit on a le business as usual, donc on continue comme maintenant à émettre, avoir un modèle de développement économique très focalisé sur les énergies fossiles, et puis on continue à émettre, et ça va générer un certain impact sur les, bon, en l'occurrence, on le sait, largement négatif sur les générations futures. Ou alors on peut comparer ça avec un autre scénario dans lequel on met de gros moyens pour la réduction des gaz à effet de serre, et puis ça aura un effet moins néfaste ou plus bénéfique sur les générations futures. C'est donc un scénario, une évaluation relative, et comme on verra même contrefactuelle, parce qu'on compare deux scénarios dont l'un ne se matérialisera pas vu qu'on choisit. Soit dit en passant, donc je reviendrai à ça juste après. La méthode absolue, hein, pour voilà, essayer d'évaluer de manière absolue s'il y a nuisance ou non, se fait souvent par un seuil de référence. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent des approches alors, suffisantistes ou minimalistes, à savoir qu'on fixe un seuil minimal, c'est l'approche par les droits humains ou les intérêts fondamentaux, hein, un seuil de référence dans l'idée que si l'on fait tomber des gens en dessous de ce seuil, eh bien, il y a un problème de justice, et que la justice, dans l'autre sens aussi, nous imposerait d'élever les personnes au-dessus de ce seuil. Alors, je vais m'attarder un tout petit moment sur la première méthode et puis vous montrer conceptuellement les limites qu'elle a dans le cadre de la justice intergénérationnelle, à laquelle on s'intéresse, et que le changement climatique est vraiment un cas d'école. Pour montrer ces limites oui, philosophiques et conceptuelles, et en arriver ensuite à la deuxième méthode représentée ici par l'approche par les droits humains. Donc, prenons un cas de théorie de la justice intergénérationnelle qui est assez connu, hein, qui a été formulé par un philosophe anglais qui s'appelle Brian Barry, qui est mort en 2009, qui a beaucoup contribué au débat sur la théorie de la justice, et qui dit la consommation de ressources naturelles au fil du temps devrait être compensée, à noter le terme, en ce sens que les générations futures ne devraient pas être laissées dans une situation pire qu'elle leur aurait été sans raréfaction de la ressource. Donc lui parlait des ressources naturelles à l'époque, pas encore vraiment de changement climatique, mais on peut faire des analogies. Donc ici, on a une métrique qui est la ressource, on a une méthode comparative et même contrefactuelle, comme je vous l'ai dit, puisqu'on compare deux scénarios. Un scénario où on épuise les ressources, un scénario où on essaye de les laisser intactes pour les générations. Donc l'idée derrière ce principe de justice, hein, finalement, c'est que ce serait également injuste de demander aux générations présentes de absolument pas toucher les ressources naturelles pour les laisser intactes pour les générations futures. Les générations présentes ont aussi leur propre besoin de les exploiter dans une certaine mesure pour subvenir à leurs besoins, pour leurs propres besoins de développement. C'était l'idée de Brian Barry. D'où l'idée de compensation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de exploiter les ressources dans une certaine mesure, mais que si on le fait, il faut faire en sorte que les générations futures ne s'en retrouvent pas plus mal en matière de prospérité au final. Donc, si on exploite des ressources naturelles, il faut que ce soit compensé par un accroissement de capital économique, par exemple, qu'on va léguer aux générations futures. Alors, au lieu de leur léguer des ressources, on va leur léguer du capital économique, ou alors par un regain de technologie. Pour ceux qui connaissent, vous aurez reconnu une approche plutôt orientée durabilité faible, c'est-à-dire que
le capital naturel est substituable par d'autres types de capital. Et c'est cette idée qu'on peut compenser les générations futures lorsqu'on consomme des ressources. Alors, deux problèmes avec ce genre de théorie, comparatiste, hein, contrefactuelle finalement. Bon, premièrement, tout n'est pas compensable dans la nature. Je vais vous donner quelques exemples après. Et puis, un autre problème qui s'appelle le problème de la non-identité et qui est très présent dans les débats philosophiques, est à peu près complètement absent dans le reste, hors des cercles philosophiques. Donc, je me réjouis de voir ce que vous en pensez. Donc, tout n'est pas compensable, évidemment. Il y a plein d'exemples. Hein. La déstabilisation, pour plusieurs raisons d'ailleurs, hein. La déstabilisation du climat, c'est un phénomène tellement massif et tellement irréversible que l'on a de la peine à croire que l'on puisse compenser de quelque manière que ce soit les générations futures pour cela. Même en leur fournissant plus de capital technologique, économique, etc. Bon, on a tous vu les derniers rapports du GIEC qui sont un peu plus clairs. Je pense que compenser un phénomène de cette ampleur-là va être assez compliqué. D'autres raisons, c'est l'irréversibilité. La disparition d'espèces et d'écosystèmes est irréversible, en tout cas d'espèces. Les écosystèmes, dans une certaine mesure, peuvent se reconstituer. Quand les espèces disparaissent, c'est pour toujours. Donc, l'érosion de la biodiversité, en quelque sorte, de ce point de vue-là, ne peut pas être compensée. Sauf si on réfléchit en termes purement économiques, évidemment, en disant, ben voilà, les services écosystémiques qui étaient fournis, on va les fournir d'une autre manière. Mais là encore, il y a des sérieuses limites. Et puis, j'ai mis la disparition des glaciers parce que, ben voilà, au-delà des ressources en eau, du rôle de tampon qui jouent dans un régime niveau glaciaire, du rôle qu'ils jouent pour le tourisme dans un pays comme la Suisse, par exemple, eh bien, les glaciers ont une valeur culturelle. Peut-on compenser la perte de valeur culturelle? On sait que les glaciers vont disparaître dans les Alpes, hein, à terme. Ça, je crois que la partie est carrément déjà perdue. Donc, peut-on compenser ça par un regain de capital économique ou autre chose? Compliqué. Et puis, même chose avec la disparition d'un territoire national. Hein. Vous savez que voilà, il y a des îles de basse altitude dans le Pacifique notamment qui vont être submergées complètement par la hausse du niveau des mers. Quelque chose de très difficile à compenser aussi. Alors ça, c'était un problème sur lequel je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, de cette méthode comparative hein, de la justice intergénérationnelle ou contrefactuelle. Et j'aimerais passer à ce problème de la non-identité. Alors, le problème de la non-identité, c'est un problème qui fascine les philosophes depuis plusieurs décennies. Je dirais même qu'il y a une obsession pour ce problème-là. Et vous, ça va probablement, vous me direz, mais vous laissez complètement de marbre. Donc, c'est assez marrant. Mais l'idée est la suivante. Imaginez deux scénarios, comme je vous ai dit. Hein. Il y a un scénario business as usual. Donc, ici, on continue à émettre du CO2, à exploiter les énergies fossiles pour un bénéfice économique à court terme, pour les besoins du développement. Donc, bénéfice économique à court terme pour nous. Par contre, très mauvaise qualité de vie pour de nombreux individus futurs, en raison des impacts du changement climatique. En revanche, deuxième scénario, la politique d'atténuation ambitieuse est mise en place. Donc là, c'est un petit peu différent. Nous, ça va imposer des coûts à court terme à la génération présente pour réaliser la transition. Alors maintenant, avec la chute du prix des énergies renouvelables, on peut se demander si les coûts sont si importants que ça, mais enfin, il y a quand même pas mal de mesures à mettre en place, donc ça va occasionner des coûts pour la génération présente. Par contre, une meilleure qualité de vie pour de nombreux individus dans le futur, une meilleure qualité de vie que ce qu'ils auraient avec la politique business as usual. Et c'est là que le problème advient. C'est qu'en fait, dans le cas de la politique business as usual, on a les individus A, B, C qui vont souffrir des conséquences. Dans le cadre de la politique d'atténuation ambitieuse, ce sont d'autres individus qui vont bénéficier des mesures qui ont été prises. Pourquoi? L'idée est ici que les politiques énergétiques, économiques, de mobilité qu'il va falloir mettre en place vont tellement changer les habitudes
tellement changé les trajectoires de vie, le déplacement des personnes, la manière dont les gens vivent, se rencontrent et au final s'accouplent, que finalement, ces deux scénarios ne donnent, après une, deux, trois générations, ce ne seront absolument pas les mêmes personnes qui vivront sur Terre dans chacun de ces deux scénarios. C'est le problème de la non-identité. On n'a pas les mêmes identités de personnes si on fait du business as usual que si on mène une politique d'atténuation ambitieuse. Donc, ce qui fait que Monsieur A ou Madame B ou Madame C, dans le futur, pourra-t-elle se sentir lésée du fait que nous n'ayons pas agi contre le changement climatique? Nous n'ayons pas mis en place la politique d'atténuation ambitieuse? Eh bien non, parce qu'elle n'aurait pas existé si on l'avait fait. C'est ça le paradoxe de la non-identité. Que les philosophes adorent. Alors, il y a des réponses à ça, mais ça va jusqu'au fait que certains philosophes estiment que pour cette raison-là, ça limite drastiquement nos devoirs envers les générations futures. Ça va jusque-là. Tout le monde de loin n'est pas d'accord. Donc, ça peut paraître vraiment du pinaillage conceptuel, hein, mais il y a des gens qui prennent ça très au sérieux. Donc, le problème ici, en fait, c'est que justement, on a une méthode d'évaluation de nos devoirs envers, enfin, des dommages que l'on peut causer, des devoirs envers les générations futures, qui est contrefactuel, qui compare deux scénarios dans lesquels les individus n'ont pas la même identité. Et lorsqu'on dit qu'on va nuire à quelqu'un, ben, c'est toujours à quelqu'un avec une identité bien précise. Parce que si l'existence même de la personne dépend de la décision qu'on a prise, on ne peut pas vraiment dire que ça nuit. Donc, il faut une méthode d'évaluation de la nuisance qui est non pas relative, mais qui est indépendante de l'identité des gens et qui se réfère à un seuil absolu. Et c'est là que les droits humains entrent en jeu, puisque c'est ça qu'ils nous fournissent. Donc, les droits humains, d'un point de vue philosophique, ils ont 4 caractéristiques fondamentales. Premièrement, ils sont fondés sur notre appartenance à l'humanité, hein. Ils sont universels. Donc, le simple fait d'être un être humain résulte dans le fait que nous sommes porteurs de ces droits, sans notion de genre, de classe, d'appartenance ethnique, de quoi que ce soit d'autre caractéristique que le simple fait d'être humain. Donc, ils ne sont pas dépendants de l'identité. Tous les humains les ont. Ils constituent des seuils moraux minimaux auxquels on se réfère. Donc, de ce point de vue-là, il nous permet d'évaluer les dommages envers les générations futures de manière absolue et non pas en référence à 2 scénarios différents. Donc, le simple fait de dire qu'il y a des droits humains qui vont être affectés dans le futur, c'est suffisant pour constituer un problème de justice et un problème moral de ce point de vue-là, sans devoir comparer avec d'autres scénarios. Ils ont en plus une priorité générale sur les autres valeurs, c'est-à-dire que lorsque les droits humains sont en jeu, ça prend le dessus, dans la plupart des théories, sur d'autres valeurs, comme, je ne sais pas, comme par exemple la poursuite de la croissance, du développement personnel, de la liberté, dans certains cas individuels. Et puis, surtout, il génère des devoirs corrélatifs chez tous les autres. Le fait que j'ai un certain nombre de droits, le droit de ne pas être tué, par exemple, arbitrairement, génère chez vous un devoir moral, et en l'occurrence, en général, ça se transcrit en devoir juridique, devoir légaux, de ne pas attenter à mon intégrité physique. Donc, tout ça, ces 4 caractéristiques en font vraiment un objet vraiment assez intéressant dans le cadre de la justice intergénérationnelle. Donc maintenant, on pratique. Hein. Voilà, je vais quitter un tout petit peu la théorie et puis voir un petit peu plus comment tout ça maintenant se met en place, parce qu'on parlait quasiment pas du tout de droits humains dans le contexte du changement climatique il y a 10 ans, et ça commence à venir beaucoup plus fort, et je pense que c'est une bonne chose. Donc les droits humains dans les différents traités climatiques, et ben dans la CNUC, en fait, la convention, donc UNFCCC, c'est la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, donc c'est la base légale internationale sur laquelle se développent toutes les négociations internationales pour le climat, donc qui a été signée en 1992 par tous les pays. Aucune mention des droits humains.
Protocole de Kyoto, qui est un protocole d'application, un traité d'application de la Convention cadre, aucune mention des droits humains. Dans l'accord de Paris, il y a une petite mention dans le préambule, absolument pas contraignante, hein, c'est juste dans l'introduction. Donc, pour l'instant, dans la base légale internationale, très peu de reconnaissance du fait que le changement climatique va être désastreux pour les droits humains. Alors, ça change un tout petit peu dans les documents scientifiques. Le dernier rapport du GIEC, groupe 2, qui est paru il y a un mois ou deux, vraiment met l'accent sur la justice sociale et l'équité. Il y a beaucoup de mentions des droits humains. Il y a notamment aussi des mentions des droits des peuples indigènes, particulièrement vulnérables au changement climatique. Et puis, vous avez cette citation-là. La justice, donc, climate justice comprises justice that links development and human rights to achieve a rights-based approach to addressing climate change. Et je reviendrai à la fin sur cette idée d'approche du changement climatique et de la politique climatique fondée sur les droits. Donc, ça commence à venir gentiment, mais au niveau des bases légales, il y a encore à faire. Pourtant, petite consolation, dans les organes des Nations Unies qui sont en charge, non pas dans les bases légales climatiques internationales, mais dans les organes des Nations Unies qui sont en charge du traité des droits humains. Donc, pour chaque traité, que ce soit le traité, la Convention sur les droits économiques et sociaux ou la Convention des droits de l'homme, etc., il y a chaque fois un organe qui vise à l'observation de l'application des normes de ces traités. Et puis, dans ces organes-là, on trouve des références croissantes au changement climatique. Donc, bon, ces abréviations, il y a la Convention sur les droits des personnes en situation de handicap, la Convention sur les droits de l'enfant, sur les droits de la femme, en bleu. Donc, en vert, c'est les enfants, en bleu, c'est droits des femmes, et en rouge, c'est les droits économiques et sociaux. Vous voyez que dans les rapports fournis par ces agences-là, de plus en plus de mentions du changement climatique et du fait qu'il pose un problème et une réelle menace pour les droits humains. Donc, voilà, il y a quand même une progression à ce niveau-là, mais comme vous le voyez, c'est quand même relativement récent, alors qu'on sait depuis longtemps l'ampleur du phénomène. Dans le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la plus haute instance, il y a eu quelques résolutions au sujet du changement climatique depuis 2008, mais qui en général, pour l'instant, se bordent à demander des rapports. Donc, il y a des rapports qui sont écrits. Donc là, juste un petit extrait celui du rapporteur spécial sur la pauvreté extrême et les droits humains. Les mesures prises par la plupart des Nations Unies chargées des droits humains ont été clairement insuffisantes et totalement disproportionnées par rapport à l'urgence et à l'ampleur de la menace, en parlant du changement climatique, bien sûr. Donc, il y a une conscience, au moins, du problème. Donc, comment est-ce que le changement climatique affecte les droits humains? Je pense que vous êtes au courant du problème, mais je vais quand même donner quelques exemples. Donc, il l'affecte de deux manières possibles, principalement directement, hein, via des événements météorologiques extrêmes, par exemple, ou catastrophiques, et indirectement via la dégradation des conditions de vie, un peu plus lente et incrémentale. Donc, typiquement, dans un de ces rapports que je mentionnais, il s'agit du rapport, cette fois du rapporteur spécial des droits humains et de l'environnement, c'est ceux-là qui sont mentionnés. Hein. Donc, on a le droit à la vie, le droit à la santé, à la subsistance, qui sont des droits fondamentaux. Alors, on parle dans ce cas-là de droits fondamentaux. Pourquoi? Eh bien, parce que leur jouissance conditionne la possibilité de bénéficier ou de jouir des autres droits. Hein. Si on n'est pas en vie, si on a une santé complètement défaillante ou qu'on ne peut pas se nourrir, évidemment, on ne peut pas jouir des autres droits. On a aussi des droits économiques, sociaux, environnementaux, hein, donc droit à un environnement sain, droit au logement et à la propriété, qui sont mentionnés dans ce rapport. Et puis, des droits procéduraux, en l'occurrence, droit à l'autodétermination. Les droits procéduraux, c'est plus des droits politiques, des droits de décider de son propre sort ou de participer au processus de décision politique, qui sont mis en péril aussi par le changement climatique pour certaines populations défavorisées et particulièrement vulnérables. Donc, ces droits procéduraux en particulier sont aussi parfois mis en péril par les politiques climatiques elles-mêmes. Alors, c'est clairement une
problématique intergénérationnelle. Là, vous voyez dans ce rapport de l'ONG Save the Children, ils ont évalué que si on est né en 2020, on est jusqu'à 7 fois plus, on a 7 fois plus de probabilité d'être soumis à des problèmes de chaleur extrême ou de canicule que si on est né en 1960. Donc ça, là, c'est un problème générationnel au sein de 2 générations qui se recoupent. Hein. Mais évidemment, ce sera encore bien pire si on remonte dans le futur de 2, 3 générations, etc. Donc, idem pour les autres problématiques extrêmes, les incendies, les mauvaises récoltes, les sécheresses, les crues de rivière. Voilà, les générations futures, ils sont évidemment beaucoup plus exposées. Alors, je vous lis juste ces 2, 3 petits extraits de juste le dernier rapport qui vient de sortir et ça donne tout de suite une idée du problème. Donc, environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes qui vivent dans des contextes très vulnérables au changement climatique. Déjà aujourd'hui, d'ici la fin du siècle, environ 50 à 75% de la population mondiale pourrait être exposée à des périodes de conditions climatiques mortelles dues à la chaleur. Le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes, ouvrez les guillemets, augmenteront considérablement les problèmes de santé et de décès prématurés à court et à long terme. Le droit à la santé, je vous rappelle, aussi fait partie de la liste. Le changement climatique exercera une pression croissante sur la production et l'accès aux aliments, en particulier dans les régions vulnérables, ce qui compromet la sécurité alimentaire et la nutrition. Donc, le rapport du GIEC le dit, plusieurs études le montrent, ça c'est juste un exemple. Comment le droit à la vie est mis en péril? Eh bien, c'est cette étude qui a été reprise dans le rapport qui montre la problématique de la chaleur létale. Donc, la chaleur létale est définie par un mélange de température extrême et d'humidité qui fait, au-delà d'un certain seuil, que le corps humain n'arrive plus à évacuer la température et ça devient mortel. Et puis, selon les projections, donc là, on est dans le RCP 8.5, donc c'est les projections hautes du GIEC en termes de concentration de gaz à effet de serre. Je dirais le scénario plus ou moins le plus pessimiste pour l'instant, mais malheureusement encore plausible. Selon ce scénario, d'ici la fin du siècle, eh bien, voyez que toute la ceinture équatoriale sera soumise à, donc l'échelle ici, c'est le nombre de jours soumis à ce seuil mortel de chaleur-humidité, eh bien, plus de 250 à 300 jours par année. Donc, le résultat, c'est tout bonnement qu'une partie de la Terre devient inhabitable. Droit à la santé, je vous ai dit que les effets pouvaient être directs ou indirects. Eh bien, ce graphique que vous pourrez lire tranquillement chez vous le montre. Donc, il est issu d'une étude du Lancet, donc cette grande revue scientifique médicale qui a mis en place une commission pour analyser les effets du changement climatique sur la santé des populations et qui conclut que les effets du changement climatique sont déjà sentis aujourd'hui, mais que les projections futures présentent des risques pour la santé qui sont inacceptablement hauts et catastrophiques. Donc, vous voyez bien ici qu'il y a les effets directs, donc les tempêtes, les sécheresses, les inondations, etc., qui affectent directement les gens, mais aussi qui ont des effets indirects sur la qualité de l'eau, la pollution de l'air et l'environnement des gens au sens large, ce qui a pour effet de générer toute une série d'impacts de santé allant de problèmes respiratoires à des maladies infectieuses en passant par la santé mentale. Le droit à la santé gravement en péril aussi. Ça, c'est juste une carte de répartition tirée aussi du dernier rapport qui montre le changement de répartition de Aedes aegypti, qui est un des moustiques qui transmet un certain nombre de virus, comme le Zika, le chikungunya ou la fièvre dingue, par exemple. Vous voyez que les zones de répartition, dans certaines parties du monde, il y aura une augmentation de 200% de la concentration de ces moustiques-là. C'est un des biais par lesquels le changement climatique, même modéré, en haut modéré, en bas très fort, va atteindre la santé et les droits à la santé. Alors, en ce qui concerne la subsistance, je crois que c'est mon dernier exemple, la Banque mondiale a estimé qu'avec un réchauffement de 2 degrés, 100 à 400 millions de personnes supplémentaires pourraient être menacées par la faim et 1 à 2 milliards de personnes ne plus disposer d'eau en quantité suffisante.
Et puis, le changement climatique entraîne évidemment des pertes de rendement assez importantes dans certaines régions du monde, d'environ 30%, même avec des mesures d'adaptation. Ça, c'est une étude du Centre pour l'impact climatique en Allemagne, à Potsdam, au Potsdam Institute, qui montre à peu près la même chose. Vous avez ici les pertes de rendement agricoles pour différentes régions du monde. Donc, c'est Middle East and North Africa, Southeast Asia et Sub-Saharan Africa. Donc, les petites lettres en haut. Et puis, à droite, vous avez l'augmentation du prix des denrées alimentaires. Donc voilà, le changement climatique, c'est indéniable, va affecter massivement les droits humains, notamment des générations futures. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais encore plus des générations futures. Les droits humains, de l'autre côté, ont une forte charge normative, donc une importance morale et politique très forte. Donc là, il y a clairement des facteurs pour agir. Mais est-ce qu'on peut parler pour autant de violation? J'aborde ici un peu une autre étape de ma présentation, focalisée moins sur les victimes, mais plus sur les porteurs de devoirs. Donc, les droits humains, j'ai volontairement dit que le changement climatique les affectait, mais est-ce qu'on peut parler de violation des droits humains? Parce qu'il y a quand même certaines conditions pour pouvoir parler de ça. Et cette condition, c'est uniquement si, au préalable, il y avait des devoirs corrélatifs, des devoirs moraux ou légaux qui n'ont pas été respectés. Donc déjà, de quel devoir est-ce qu'on parle? Puis ensuite, je vais vous parler d'un problème qui est celui de l'attribution. C'est que c'est bien de dire qu'on a le devoir de préserver ou de ne pas violer les droits humains des autres. Mais est-ce que le changement climatique, pour les individus ou pour les États, est vraiment un cas de violation des droits humains au sens fort? En général, on parle de ça quand un gouvernement réprime son peuple ou dans le cas de guerre, des cas de guerre et autres. Donc peut-être que là, le changement climatique est un cas un peu plus complexe. Donc déjà, quel type de devoir? Bon, pour le philosophe Henry Shue, qui a aussi beaucoup écrit sur la justice climatique, il réaffirme que les droits humains sont la demande minimale, demande morale minimale que chacun d'entre nous a envers le reste de l'humanité. Respecter mes droits fondamentaux à la vie, à la subsistance, à la santé. Et en général, on sépare les devoirs que nous tous nous avons envers les autres êtres humains qui ont des droits entre devoirs négatifs, donc devoir de s'abstenir de certaines actions qui violent justement les droits humains. Donc, dans le cadre du changement climatique, ce serait des mesures d'atténuation, limiter au maximum le changement climatique pour ne pas justement nuire aux autres de cette manière-là. Et puis, des devoirs positifs qui sont des devoirs d'accomplir certaines actions pour soutenir les droits humains. Donc là, ce n'est pas négatif, c'est moi, j'évite de blesser, mettre en péril la santé ou la vie des autres. Les devoirs positifs, c'est aider les autres à se maintenir en bonne santé et à prospérer de cette manière-là. C'est ça que je vous ai tout au début, c'est un seuil minimal. On peut soit éviter de faire plonger les autres dessous ou bien les aider à remonter au-dessus. C'est comme ça que c'est conçu en philosophie politique. Alors, de manière similaire à cette distinction négatif-positif, on a aussi cette idée qu'il faut respecter, protéger et soutenir. C'est les trois types de devoirs qui vont avec les droits humains. Respecter, c'est le devoir négatif de ne pas empiéter sur le droit des autres. Protéger, c'est protéger les uns pour éviter que les autres ne violent leurs devoirs. Ça, c'est plutôt les tâches d'un gouvernement, peut-être. Et puis soutenir, c'est justement aider, c'est le devoir positif. Donc, il y a un consensus très large dans la communauté, à la fois philosophique et juridique, sur le fait qu'au moins les devoirs négatifs priment sur la poursuite d'autres valeurs, comme je vous l'avais dit. Ils ont une sorte de priorité, donc sur des valeurs de liberté, de développement économique, etc. Ce n'est pas une raison suffisante de vouloir parfaire son développement économique pour causer la mort de certaines personnes, par exemple. Et puis, il y a des arguments assez solides en faveur de devoirs positifs fondés sur les droits humains aussi. Typiquement, un exemple pour essayer de solliciter nos intuitions morales à ce sujet, c'est de dire, voyez, imaginez que vous vous rendez au travail, vous passez à côté d'un lac et puis il y a, c'est un exemple extrêmement connu dans le domaine de la philosophie, il y a un enfant qui tombe dans ce lac et qui est en train de se noyer, juste au bord. Vous n'avez rien fait.
Ce n'est pas du tout votre faute, vous n'avez aucun rôle, aucune causalité dans ce fait-là. Pourtant, la plupart des gens estiment que là, on a quand même un devoir de juste se pencher, l'attraper pour le sortir, au risque de mouiller un tout petit peu votre joli costume. Donc, tout le monde, en général, a cette intuition que oui, on a aussi des devoirs positifs de protéger les droits humains des autres. Donc, devoir, il y a, mais il y a ce problème de l'attribution. Et un autre philosophe qui s'est beaucoup intéressé à la question a eu cette citation assez intéressante et intrigante. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la possibilité que l'environnement mondial soit détruit, et pourtant, personne ne sera responsable. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire par là? Il a voulu lui dire que notre système de valeurs dans son ensemble, mais en l'occurrence notre concept de la responsabilité, qui a évolué finalement depuis plusieurs siècles dans un contexte très différent au contexte d'aujourd'hui, où les populations humaines étaient beaucoup moins denses, où la capacité technologique ne nous permettait pas de détruire l'environnement, d'avoir un impact à l'autre bout de la planète ou pour des siècles sur d'autres humains qui vivent plus tard, etc. Notre concept de responsabilité n'est pas adapté pour un problème aussi complexe et à long terme que le changement climatique. Pourquoi? Eh bien, il prend l'exemple d'un problème moral paradigmatique. Par exemple, je vous vole votre vélo. Eh bien, dans ce cas-là, c'est très simple. On a un seul agent causal, moi, on a une victime identifiable, vous. Il y a une chaîne causale très, très directe. Je viens, je coupe le cadenas, j'embarque le vélo. Il y a une intentionnalité de ma part de vous voler votre vélo. Et puis, il y a une proximité dans l'espace et dans le temps entre la victime et le voleur. Alors, changement climatique, on est dans un cas complètement différent. Il y a une multiplicité d'agents. C'est l'accumulation de toutes les contributions individuelles. On peut faire cette analyse au niveau des pays, enfin des individus, mais aussi des pays ou des entreprises. C'est une multiplicité d'agents et c'est l'accumulation, évidemment, des gaz à effet de serre émis par tous ces agents qui créent le problème. Il y a une multiplicité de victimes et des conséquences diffuses et très différentes les unes des autres. Une chaîne causale très indirecte. On émet des gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère, qui font monter la température globale, qui à son tour va générer des phénomènes météorologiques qui vont créer des dommages. Donc, chaîne causale très, très indirecte. C'est un cas plus de négligence que d'intentionnalité. Bien qu'au stade où on en est, on peut se poser la question si négligence, le terme est assez fort, parce que ça fait vraiment assez longtemps qu'on sait qu'on a un gros problème et on ne fait rien. Et puis, finalement, voilà, c'est un problème global et intergénérationnel. Donc, c'est difficile dans ces conditions d'estimer que tel et tel est responsable de la violation des droits de monsieur Y est responsable de la violation des droits de monsieur X qui vivra dans un siècle. Raison pour laquelle aussi, au niveau juridique, c'est aussi parfois un challenge de prouver ce genre de choses. Il y a eu quelques belles réussites de procès justement climatiques fondés sur un argumentaire lié aux droits humains. L'affaire d'Urgenda en Hollande, qui a fait un procès contre le gouvernement parce qu'il n'agissait pas assez vite, était fondée notamment sur un argumentaire lié aux droits humains. Et ils ont obtenu gain de cause. Il y a aussi d'autres procès où justement ce problème de la chaîne causale très indirecte, de la dispersion dans le temps et dans l'espace, a été amené comme argument dans les procès, notamment en désobéissance civile ici sur Vaud, comme des arguments pour le fait qu'on ne pouvait pas justifier de ces actes comme évitant un dommage imminent ou comme permettant de repousser une menace. Donc, c'est une difficulté avec le changement climatique et il faut passer en général par des proxys, c'est-à-dire des arguments indirects en disant, voilà, si tel pays a émis telle part des émissions de gaz à effet de serre total, eh bien, il possède une part similaire de responsabilité dans les dommages et dans les violations des droits humains. Alors maintenant, avant de finir, parce que le temps passe, j'aimerais juste dire un mot de cette question des politiques climatiques qui elles-mêmes peuvent mettre en péril les droits humains. Et ça se manifeste de manière assez explicite, c'est décrit de manière assez explicite dans le dernier rapport du GIEC encore, toujours le groupe 2, par les concepts assez récents de malatténuation et maladaptation. Vous savez que les politiques climatiques, en général, se divisent en politique d'atténuation, réduction des gaz à effet de serre principalement, augmentation de l'efficacité des puits de carbone, qui retirent
du CO2 de l'atmosphère, et puis les politiques d'adaptation qui visent à s'adapter pour se prémunir des conséquences qui vont être inévitables malgré tout. Eh bien, on parle maintenant de maladaptation ou malatténuation quand ces politiques climatiques elles-mêmes entraînent une augmentation de la vulnérabilité d'une population, d'un secteur, d'un groupe donné. Alors, la maladaptation, ça c'est le GIEC qui le dit, et pour l'atténuation, c'est la même chose. Ce n'est pas de l'adaptation ratée, au sens de juste inefficace, c'est de l'adaptation qui, en plus d'être inefficace, a des effets néfastes. Ou elle est peut-être efficace pour certains, mais a des effets néfastes pour d'autres. Alors, on a un exemple récent de malatténuation, par exemple, dans un article qui est sorti il y a à peine 2 semaines. C'est un article qui passe en revue les politiques d'atténuation basées sur le territoire. Donc, les politiques de reforestation, on fait pousser des arbres parce que ça réabsorbe du CO2 qu'on avait émis précédemment. De bioénergie, donc on fait de la bioénergie parce que c'est moins émetteur, en tout cas c'est un cycle court de CO2, donc climatiquement c'est censé être neutre, ou des politiques de réduction des gaz à effet de serre qui ne sont pas du CO2, donc principalement le méthane, le protoxyde d'azote, et c'est principalement des gaz à effet de serre émis par les activités agricoles. Donc cette étude montre que effectivement ces politiques-là risquent d'avoir un effet sur la sécurité alimentaire. Donc, vous voyez dans ces graphiques-là, on peut prendre peut-être juste celui du milieu. Sur la verticale, vous avez en millions les populations qui sont à risque de famine. Alors, il est prévu qu'au cours du siècle, il y ait de moins en moins de gens qui soient soumis au risque de famine. C'est la ligne rouge. Ça, c'est un scénario plus ou moins tendance. Hein, si on continue la tendance de ce qu'on fait actuellement. La ligne bleue, c'est si on met en place des politiques assez fortes de reforestation, de bioénergie et de maîtrise des émissions non CO2 de l'agriculture. Et bien, dans ce cas-là, ça aura un impact sur le prix des denrées agricoles et ça va créer de la vulnérabilité alimentaire un peu partout. Ici, voilà, donc ici, c'est le prix des denrées alimentaires. Ici, c'est les risques de famine. Et puis, dans les barres jaunes en bas, représentent la quantité, d'un scénario à l'autre, combien de personnes en plus seront soumises à des risques de sous-alimentation, voire de faim, quoi, de pénurie alimentaire. Et vous voyez que dans l'Afrique subsaharienne, ça peut aller jusqu'à presque 40 millions de personnes. Donc les politiques climatiques elles-mêmes, si elles ne sont pas bien pensées, peuvent aussi avoir un impact néfaste sur les droits humains. D'où l'idée de mettre en place des climatiques fondées sur les droits, hein, qui prennent intégralement compte des droits au moment de leur design. Donc, une action contre le changement climatique qui se fait dans le respect des droits humains, donc qui fait attention à l'impact justement sur la production alimentaire, fait attention notamment au déplacement de population dans certains cas, gros ouvrages par exemple, hydrauliques, d'énergie renouvelable, etc., peuvent poser ce genre de problème, notamment en tenant compte des droits politiques et procéduraux des minorités qui sont souvent justement très exposées à ce genre de problématiques. Et puis tout cela, ce concept de finalement politique fondée sur les droits, remet un peu sur le devant de la scène une ancienne distinction qui date des années 90 entre émissions de luxe et émissions de subsistance. Hein, et de se dire qu'on ne peut pas traiter exactement de la même chose, de la même manière, des émissions qui servent à avoir des activités de luxe, rouler, voler, à vivre dans des grandes maisons, etc., et des activités qui servent juste à assurer la subsistance de certaines populations. Ça, c'est de nouveau Henry Shoup, que j'ai cité tout à l'heure, qui avait proposé cette distinction déjà dans les années 90. Eh bien là, on l'avait un peu oublié, mais j'ai l'impression qu'elle revient sur le devant de la scène avec cette idée présente de part en part du dernier rapport du GIEC de politique climatique fondée sur les droits. Et là encore, on a une étude toute récente qui en montre un bon exemple. Vous avez ici, c'est un peu compliqué, mais l'évaluation de l'augmentation des émissions mondiales pour éradiquer la pauvreté extrême. Donc, la pauvreté extrême est fixée à, je crois, 1,7 $ en parité de pouvoir d'achat par jour, par personne. Donc, si on voulait éradiquer complètement la pauvreté extrême sur la base du système technique actuel, en fait, on augmenterait les émissions mondiales qu'à peine de 1%.
même moins. Donc, ce n'est pas un obstacle. Lutter contre la pauvreté extrême, donc des émissions de subsistance, dans ce cas-là, n'est pas vraiment un obstacle à la protection du climat et l'atténuation. Donc, de ce point de vue-là, alors c'est un peu plus, évidemment, plus les objectifs sont élevés, si on prend un seuil de pauvreté à 3,2 $ ou à 5,5, ça augmente vite. D'où la nécessité d'un développement directement basé sur des énergies non carbonées, évidemment. Mais il n'y a pas disons, de contradiction vraiment très importante entre l'éradication de la pauvreté extrême et le changement climatique, la protection du climat. Donc, je finis par résumer, et après je me tais. Les avantages de l'approche par les droits humains sont nombreux. Donc, il y a des avantages philosophiques au début, où on voit que voilà, ça permet mieux de conceptualiser, de penser nos obligations à l'égard des générations futures, sans s'exposer à des paradoxes comme ce problème de la non-identité, sans s'exposer à des problèmes de compensation qui ne seraient pas possibles. C'est une conception très minimale de la moralité, donc, qui est aussi très consensuelle et très largement distribuée, très largement diffusée. Et même si on adoptait de manière sérieuse cette conception minimale, ça impliquerait des politiques climatiques beaucoup plus fortes et beaucoup plus ambitieuses que ce qu'on a déjà aujourd'hui. Donc, même une conception minimale comme celle-là aurait le bénéfice du passage à l'action. Ils fournissent une base normative largement partagée, ça je l'ai dit, et puis surtout, il existe déjà des bases légales reconnues et des institutions internationales chargées de les faire respecter. Donc, malgré le fait que les droits humains ne soient pas présents dans la base légale proprement climatique, il y a d'autres bases légales qui peuvent être mobilisées pour obliger finalement les gouvernements à passer à l'action. C'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Les limites, enfin, de cette approche, eh bien, bon, c'était un choix au début, mais ils ne disent pas grand-chose sur les problèmes distributifs, évidemment, sur les injustices liées à les inégalités, si ce n'est que certaines populations ont beaucoup plus de droits humains qui ne sont pas respectés que d'autres, évidemment. Ils ne disent pas grand-chose non plus des dommages qui ne sont pas des violations des droits humains. C'est-à-dire que les droits humains, cette approche-là met la barre assez bas. De dire que tout ce qu'on doit aux générations futures, par exemple, c'est qu'ils puissent vivre, manger suffisamment, être plus ou moins en bonne santé, c'est quand même très restreint. On peut avoir une conception orientée sur les droits qui est un peu plus ambitieuse que ça, mais toujours est-il qu'on pourrait peut-être leur souhaiter aussi une certaine forme de prospérité et d'épanouissement. Donc, au-delà des seuls droits humains, peut-être on peut essayer d'aller plus loin en matière de justice aussi. Et puis, bien sûr, ils sont très anthropocentrés et ne permettent pas de caractériser nos injustices envers les non-humains et nos devoirs envers la nature, si ce n'est de manière instrumentale, puisque la destruction de la nature va aussi péjorer les conditions de vie des populations humaines. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention, votre patience, et puis je réponds volontiers aux questions. Merci beaucoup, Augustin, pour cette magnifique présentation, qui on voit pourrait avoir des implications très pratiques sur la manière de mesurer justement l'impact du changement climatique. Est-ce qu'il y a une question déjà, une remarque dans la salle? Oui. Avec mon camarade, on s'est posé la question au tout début de la présentation, quand vous aviez parlé de justice comme non-nuisance, du fait que beaucoup de personnes pourraient répondre à ça, que la croissance économique serait par exemple une bonne raison d'émettre des gaz à effet de serre et ce genre de choses. Et comment vous répondriez pour, disons, maintenant, et comment vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait ça? Alors, du point de vue de la je vous renvoie juste la question avant d'y répondre. Du point de vue de la justice comme non-nuisance, en quoi alors est-ce que la croissance serait une bonne justification pour de continuer à émettre? Dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui, quand on leur parle de solutions à la crise climatique et ainsi de suite, nous disent que mais sans croissance, il y a tout
tout qui se casse, on n'arrive pas à exterminer la pauvreté, on n'arrive pas à avoir de famine, et ainsi de suite. Donc, qui érige la croissance comme le facteur qui permet d'éliminer ces choses-là. Oui, tout à fait. Alors, merci pour la précision. Donc, oui, en quelque sorte, je dirais que l'approche normative par les droits humains est agnostique par rapport à la croissance en tant que telle, ou par la non-nuisance. C'est-à-dire que si la croissance cause plus de nuisances qu'elle n'en résout, eh ben, faut arrêter. Si c'est le contraire, peut-être qu'il faut continuer. Hein. Il se trouve que ben voilà, on voit que la consommation de ressources, les émissions de CO2 sont très corrélées à la croissance. On sait que les dommages liés au changement climatique vont être absolument dévastateurs. Donc, j'ai l'impression qu'empiriquement, il y a des bonnes raisons de penser que continuer en tout cas avec une croissance débridée et indiscriminée, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de protéger les générations futures. Mais ça, après, c'est une question empirique, ce n'est pas tellement une question normative. Ouais. Mais vous avez raison, on pourrait aussi faire l'argument de dire, oui, la croissance économique va aussi permettre de sortir des gens de la pauvreté et de ce fait de protéger leurs droits à eux. Mais je pense que typiquement, même les plus fervents défenseurs de la décroissance ne prétendent pas que la décroissance, c'est forcément pour tout le monde. Donc l'idée, ce sera surtout que pour les pays occidentaux, on décroisse ou en tout cas, on limite très sérieusement nos consommations et nos impacts environnementaux. Pour d'autres pays, justement, en particulier les populations les plus pauvres, il y a peut-être encore une marge d'action pour essayer de faire de la croissance chez eux et puis, ou du transfert de richesses et puis améliorer leurs conditions de vie. Une autre question? Oui. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper et prévoir il y a plusieurs générations tous ces problèmes et anticiper le comportement sur la Terre, parce que différents... Alors, vaste question. Oui, on aurait pu. J'aurais bien voulu. Bon, alors, la prise de conscience environnementale des problèmes environnementaux en général se situe au courant du 19e siècle déjà, hein, pour la disparition d'un certain nombre d'espèces, la destruction de certaines parties, de certains écosystèmes, même des problèmes de pollution localisés. Pour le changement climatique, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est à partir. Alors, on sait depuis le début du XXe siècle que les émissions de CO2 vont probablement avoir pour effet de réchauffer la planète. On a commencé à s'en alarmer à partir de la fin des années 50. C'est à partir de 1958 qu'il y a eu qu'on a commencé les premières mesures systématiques de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et là, tout de suite, les scientifiques en charge de ça, donc notamment un grand scientifique américain, Roger Revelle, a tout de suite dit, là, on est en train de mener une expérience grandeur nature qui pourrait potentiellement très mal se terminer. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu différentes phases successives dans cette prise de conscience. Et puis, il y a eu déjà, dans les années 80, des tentatives de vraiment prendre le problème à bras-le-corps et puis de faire quelque chose. Ça a toujours échoué politiquement, probablement pour des raisons à la fois d'intérêt économique, des raisons probablement comment je caractériserais ça? Bon, il y a eu les pays occidentaux qui n'avaient pas envie forcément de réduire justement leur croissance économique pour ça, parce qu'il faut bien comprendre que les ressources fossiles, c'est une manne absolument incroyable, hein, parce que c'est facile à récupérer, c'est facile à transporter, c'est facile à utiliser, c'est plein d'énergie. L'équivalent, même en énergie renouvelable, n'existe pas, c'est quand même un peu plus compliqué à utiliser. Donc il y avait déjà ça, il y avait des raisons idéologiques, c'est-à-dire que qui accepte que le système économique actuel pose un problème parce qu'il est fondé sur les énergies renouvelables, sur les énergies fossiles, accepte implicitement qu'il faut une régulation de l'économie et de son fonctionnement. Donc là, il y a eu des barrières idéologiques qui ont fait aussi que politiquement, il y a eu des freins à des moments cruciaux et des revirements de situation dans les années 80 notamment. Et puis, il y a finalement aussi eu des campagnes de désinformation énormes qui ont jeté le doute dans les années
notamment 90, même au début des années 2000, sur la science climatique pour justement freiner les mesures politiques. En plus de ça, on est dans une situation très particulière de problème d'action collective. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, le problème, c'est un jeu multi-acteurs. Et puis, un peu, tout le monde se tient par la barbichette et personne ne veut agir en premier et sans les autres. Ça fait que les choses sont extrêmement lentes et malheureusement, pour l'instant, c'est le constat d'échec. Oui. Déjà, merci pour la conférence. C'était vraiment passionnant. Je me demandais justement, pour rebondir un peu sur la question, et tu as mentionné, parce que j'avais posé la question, c'est une question de déni scientifique, de désinformation sur la science pour gagner du temps et pour se faire plus de profit. Parce que là, on rejoint pas quand même cette question de la répartition des responsabilités. Je disais que c'était difficile à les retrouver, mais on retrouve même dans les archives de ces grandes compagnies, de gros exemples, c'est une compagnie pétrolière, des gaz fossiles, Exxon, Shell et compagnie, qui ont vraiment, dans leurs archives, parfois même des lettres qui montrent qu'ils étaient conscients du problème il y a 40 ou 50 ans, et qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour désinformer le public, désinformer les politiques et créer le doute pour que rien ne se passe. Et là, est-ce qu'à ce niveau-là, au niveau légal, finalement, il n'y a pas quand même une carte à jouer? Parce que si il y a le cas des jeux portugais, là, est-ce que si même genre d'initiative s'attaquait à ce genre d'entreprise, maintenant certaines archives sont accessibles, est-ce qu'il y aurait une chance de finalement leur apporter une part de responsabilité? Parce que je pense quand même que c'est partie générale de la société. Il y a eu quand même des lobbyistes assez puissants et qui malheureusement ont aussi beaucoup d'argent, qui ont quand même freiné parfois encore. Certains leur reprochent un retard de 40 ans. Donc ça rejoint vraiment la question qui est posée. Alors, n'étant pas juriste, je ne peux pas vraiment répondre au niveau juridique si ce genre d'argumentation aurait des chances d'aboutir. Par contre, c'est clair que pour moi, c'est clair qu'il y a une responsabilité morale de ces entreprises qui est gigantesque. C'est-à-dire que toujours aux moments cruciaux, donc il y a un journaliste qui a enquêté sur ce moment où on a failli gagner la bataille du changement climatique, et c'était déjà dans les années 80, où on a presque un accord, c'était à l'époque où Bush père était président, on a failli aboutir à un accord bipartisan aux États-Unis pour vraiment mener la barque et faire quelque chose. Il y a eu des lobbyistes de la dernière minute qui ont réussi à faire basculer l'opinion parmi les républicains notamment, en leur montrant que, attention, mais si vous faites ça, c'est la fin du libre marché, c'est la fin de la prospérité telle qu'on la connaît, etc. etc. Donc, et financé effectivement par l'industrie pétrolière. On sait que les frères Corr, par exemple, qui sont deux magnats du pétrole aux États-Unis, ont mis des centaines de millions dans la désinformation. Donc, oui, je pense que ces gens ont une responsabilité morale gigantesque. Après, juridiquement, je ne sais pas à quel point ils sont attaquables, quel genre exactement de preuves ou de documents il faudrait, mais c'est une des raisons qui explique pourquoi on a procrastiné tellement. Les tribunaux sur les droits humains peuvent s'attaquer qu'à les gouvernements, justement, parce que c'est un peu le cas des droits humains. Pas forcément. Alors, au niveau international, je n'ai pas la réponse exactement s'il serait compétent pour s'attaquer à des entreprises privées, justement. C'est la prochaine conférence. Ah, parfait. Je vais venir alors. Il faudra regarder la question. On va peut-être poser la question à Pierre Ouiret s'il y a des questions. Alors, j'ai une intervention en effet de la part de M. Roger Cap. Je vais lui laisser prendre la parole et puis je vais laisser son micro si vous souhaitez. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Merveilleux. Bonjour, professeur Franière. Au risque de paraître un peu naïf donc dans ma question, et c'est certainement pas pour engager donc une guerre des mots. Je ne veux pas m'attacher sur les mots. J'utilise deux mots différents, mais pour essayer de distinguer deux choses. On n'arrive toujours pas à distinguer ce que moi j'appellerais le développement de ce qu'on veut, ce que moi j'appellerais le bien-être commun, et donc de notre côté la croissance d'un peu tout, et en particulier malheureusement les externalités négatives, la pollution, le CO2 dans le cas particulier, dont on ne veut pas,
on n'arrive toujours pas à distinguer deux choses, l'une dont on veut le développement ou appelons-le comme on veut, et l'autre dont on ne veut pas le développement ou la croissance. Oui, il y a eu des tentatives de distinguer les deux, c'est-à-dire de dire, voilà, le développement, c'est qualitatif, c'est orienté sur le bien-être, la croissance, telle qu'on l'a comprise très longtemps, c'était un indicateur purement économique de croissance du PIB, donc des échanges économiques au sein d'une économie. Donc, il y a eu des tentatives de faire ça. Hein. Une fameuse, c'était typiquement par Tim Jackson et son rapport prospérité sans croissance, où il distingue justement la notion de prospérité et en essayant de la distinguer de la notion de croissance économique ou du besoin de croissance économique. Donc, il y a eu des tentatives, mais effectivement, qui n'ont pas été encore, à ma connaissance, couronnées de succès jusqu'à présent, parce qu'on continue à associer de manière assez proche, effectivement, développement et croissance, tout simplement parce que je pense actuellement, on ne sait pas exactement comment faire autrement. Ou on n'a pas le courage d'essayer, ayant peur justement des conséquences. C'est vrai que dans la recherche en économie aujourd'hui, on a une écrasante majorité des productions qui ne se posent même pas la question et qui mettent en place des modèles de croissance. La recherche en économie, c'est d'anciens prix Nobel, hein, ce n'est pas moi qui le dis, qui avait écrit un article à ce sujet. La recherche en économie sur des problématiques comme le changement climatique, comme l'épuisement des ressources, etc., est vraiment très ténue par rapport à la masse de la production. Donc là, je pense qu'il y a aussi un problème de diversification et de simplement commencer à essayer de comprendre comment on peut avoir une prospérité, un système économique stable sans pour autant avoir de la croissance. Donc effectivement, je pense que développement et croissance sont toujours assez intimement liés aujourd'hui, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de les distinguer, mais c'est peut-être faute d'avoir imaginé un modèle qui permette de faire autrement. On pourrait dire que tu l'as souligné déjà, mais que le type d'économie qu'on développe et le type de recherche qu'on fait en économie est en partie un obstacle au changement. Je crois qu'il faut le dire. Il y a une communauté, il y a des économistes hétérodoxes et puis il y a qui sont de plus en plus présents, mais pour des raisons évidentes, mais il y a quand même ne serait-ce que le type de revues qui sont classées en rang A. Il y en a 5 principales en économie qui sont des revues d'économie mainstream, mais dans lesquelles il faut publier et qui sont toutes en gros alignées sur le même modèle idéologico-théorique. Donc je crois qu'il y a quand même là un enjeu très très important pour les universités aussi de diversifier les approches de l'économie, qui inclut d'ailleurs des sciences humaines et sociales de manière massive, et de la biologie et de l'écologie. Je pense même, moi, à mon avis, je pense même que le concept même d'externalité est problématique dans les modèles. Parce que c'est un vrai problème de considérer que l'externalité, c'est une variable parmi d'autres dans les modèles économiques. Oui. Vous parlez du problème de non-identité. Ah, je suis content qu'on y revienne. Merci. Et comme limite un petit peu pour passer à l'action contre ces changements climatiques. Et ça m'a fait penser au système des retraites qu'il peut y avoir en France et j'imagine aussi dans d'autres pays. Le système par répartition qui dit que les actifs cotisent et en tout cas payent la retraite des personnes plus actives. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ça marche avec certains problèmes, mais ça marche globalement? Est-ce qu'on ne peut pas penser à un système comme ça pour les problèmes liés à l'environnement? Oui, un système de fonds souverains pour les générations futures en vue du changement climatique, quelque chose comme ça, c'est ça? En tout cas, de la mentalité de se dire qu'on travaille, donc les personnes travaillent à l'heure actuelle, aujourd'hui, pour des personnes qui vont travailler dans le futur et qui, en réalité, ne sont pas utiles aussi, mais pour le travail que les personnes fournissent à l'heure actuelle. Ouais. Donc, un peu la même mentalité globale. Oui, après, il y a aussi un gros problème de aussi conceptualisation de nos devoirs envers les générations futures, c'est le problème de la non-réciprocité. Hein. C'est des gens qui ne sont même pas encore, qui vont naître longtemps après notre mort. Donc, nous, on peut avoir un impact sur eux, mais eux ne peuvent pas avoir d'impact sur nous. Et je pense que le problème des retraites, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, les gens en âge de travailler travaillent, ça finance en partie les retraites des retraités. Il y a quand même cette idée qu'on finance aussi nous-mêmes notre retraite en cotisant tout au long de notre vie. On ne peut pas faire ça quand on parle de générations futures dans 100 ou 200 ans. C'est un petit peu plus compliqué, disons. Mais il y a effectivement eu des tentatives de justifier des devoirs du point de vue des théories communautaristes, comme on dit, en disant mais il y a quand même une identité
communautaires, même à travers le temps, au sein, par exemple, d'une population ou d'un pays, etc., qui justifient effectivement des devoirs de ce type-là. Donc oui, c'est une piste qui peut exister. Ouais. Est-ce que tu penses, par l'occasion, du coup, que ce genre de piste peut être appliqué à une échelle globale? Pour toi, c'est utopique et ce sera d'abord à l'échelle locale ou nationale avant d'essayer de réfléchir à une échelle globale. Genre de piste, donc l'application des droits humains, par exemple. Oui, les droits humains, où là, on parle d'anonyme-identité avec le fait de pouvoir cotiser pour le futur, ce genre de choses. Est-ce que, avec la crise climatique et l'urgence climatique, on sait qu'on doit avoir un impact à l'échelle globale, mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec par exemple, si on se base sur les droits humains, avec la proposition qui a été faite juste avant, est-ce qu'on pourrait les appliquer à l'échelle globale, à ton avis, ou toi, ce n'est pas faisable aujourd'hui? Il faut déjà travailler localement ou nationalement pour pouvoir... Oui, moi je pense que malgré tout, l'échelon national reste malgré tout un échelon quand même relativement important à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a la vraie souveraineté politique se trouve. C'est là qu'il y a les moyens juridiques d'agir, même les moyens économiques et techniques. Pour l'instant, toutes les manettes restent au niveau national, hein, les moyens d'action, les principaux. On a un peu un régime légal international, mais on voit qu'il n'est pas super efficace. On voit que ça grenouille beaucoup, etc. Donc, je pense quand même, malgré tout, que le niveau national est encore extrêmement important aujourd'hui. Par contre, c'est vrai, et on l'a vu dans le cas des États-Unis, typiquement après l'élection de Trump, quand les États-Unis se sont désengagés de toute contrainte et promesse en matière de climat, notamment de l'accord de Paris, c'est les villes qui ont pris le relais. C'est les villes et les États, les États états-uniens qui ont pris le relais et qui ont créé des coalitions en disant les promesses qui avaient été faites au nom de l'accord de Paris par Obama, on va quand même les tenir parce que nous, on va agir à notre niveau. Donc, en fait, c'est un problème multiscalaire, hein, c'est à toutes les échelles qu'il faut agir, de l'individu, la petite communauté, la ville, le pays, le continent, l'international. Mais malgré tout, je pense que l'échelon national a encore un pouvoir d'action extrêmement fort. Mais dans le cas des droits humains, on voit en l'occurrence que que beaucoup d'actions en justice finissent à l'échelon quand même, malgré tout, à force de recours à des instances supérieures, finissent en l'occurrence en Europe, à la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, à ce niveau-là, au niveau de l'application du droit humanitaire, du droit international de cette manière-là, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, et aux États-Unis, c'est la Cour panaméricaine des droits de l'homme, je crois que c'est un peu similaire. Peut-être plus que l'ONU, en fait. On n'a pas vraiment de pouvoir politique et juridique. Oui, madame. J'ai une question concernant un petit peu plus le périmètre sur qui sont les sujets nouveaux. Je vois bien et j'ai un peu suivi les mouvements de droits de la nature et toutes les étapes qui ont parfois été faites pour reconnaître les personnalités juridiques à des éléments naturels comme des fleuves, etc. et qui étaient souvent liés à des droits des peuples autochtones. Vous avez parlé aussi de la question des générations futures. Et du coup, je me demande comment les philosophes pensent à reconnaître une personnalité juridique à une potentielle fiction juridique génération future. Ouais. Et du coup, comment se pose la question de la représentation qui elle est possible dans le cadre des droits de la nature, mais un peu plus complexe, que j'ai du mal à la voir. Ouais. Et comment aussi on fait ces questions de patrimoine. Ouais, et avec aussi toutes les problèmes d'identité que vous avez parlé. Ouais. Si je peux ajouter une chose à votre question, parce que c'est un démo, c'est-à-dire qu'on a observé à notre grand âge un peu l'évolution de l'arrivée de la catégorie génération future. On en parlait déjà il y a 15 ans ici, et puis on avait une catégorie très abstraite, parce qu'on avait l'impression, en tout cas, que les impacts climatiques étaient faibles, difficilement observables, surtout dans son attitude. Et puis aujourd'hui, on a un phénomène d'accélération perçu, qui fait que cette question de génération future est devenue un peu presque obsolète. Les générations présentes sont impactées, tout le monde le reconnaît. Et donc, est-ce que ça, c'est un peu un complément, dans quelle mesure ça affecte aussi la modélisation, la théorisation juridique ou morale par rapport à ce statut des générations futures?
parce qu'on a l'impression que quand on dit futur, on a l'impression de dire mais c'est nous, quoi. Non, alors ce qui a changé, c'est qu'on s'est rendu compte effectivement que les impacts étaient complètement déjà présents et concernaient la génération présente ou la génération des enfants actuels qui vont vivre jusqu'à la fin du siècle. Donc ça, effectivement, ça a changé quand même la perception du changement climatique en tant que problématique. Par contre, c'est vrai que la conceptualisation justement des générations futures n'a pas vraiment été affectée de ce point de vue-là, et le problème de la représentation reste entier. Donc ça, c'est une excellente question qui pose la question de, voilà, du biais court-termiste, notamment de nos démocraties. Le fait que, notamment, on est tous, pour plusieurs raisons, hein, déjà en tant qu'individu, en tant que citoyen, on a probablement tous un peu un biais court-termiste, c'est-à-dire que c'est plus facile de réfléchir et de s'inquiéter de ce qui va se passer dans un mois ou un an que de ce qui va se passer dans 50 ans ou 100 ans. On se sent, de ce point de vue-là, quand même malgré tout, assez peu vulnérable au changement climatique, même si on sait que ça va peut-être aussi nous affecter, nous, ça va en tout cas affecter la Suisse à coup sûr, d'autres pays de la planète, bien sûr, mais on n'est évidemment pas en première ligne. Donc déjà là, la motivation à agir, elle n'est pas forcément toujours très grande. Il y a toujours d'autres choses plus urgentes qui viennent avant. Une autre raison de ce problème de prise en compte du futur lointain, alors il y a les mandats politiques qui sont courts, donc là aussi, forte incitation à agir sur des problématiques qui vont donner des résultats rapides pour pouvoir être réélu, plutôt que de prendre des décisions difficiles et coûteuses qui montreront leurs bénéfices que dans 2 décennies. C'est plus rapide que ça, mais potentiellement. Et puis, justement, le fait que dans nos parlements, eh bien, il n'y a pas de siège pour les générations futures. Donc, ni la nature, ni les générations futures ne sont présentes. Donc, ça, c'est un problème, effectivement. Tout comme c'est fait parfois pour la nature, il y a eu quelques tentatives. Il y en a eu une notamment en Israël, où il y a une sorte de défenseur, un ombudsman des générations futures qui a été nommé au Parlement pendant quelques années. Ils ont arrêté l'expérience ensuite parce que personne n'écoutait, je crois. Il y a eu dans je ne sais plus lequel, mais un pays scandinave aussi, une tentative de mettre des représentants des générations futures dans le Parlement. Donc, il y a différentes possibilités institutionnelles pour essayer de les représenter. Et ça reste un énorme défi. En fait. Donc voilà. Maintenant, comment est-ce que on se représente les générations futures? Ben oui, c'est toujours difficile, parce que c'est une catégorie abstraite. Hein, la nature, elle est devant nous, on la voit, on la touche, on la sent, mais les générations futures, c'est très abstrait. On ne sait pas quelles seront leurs valeurs, leurs identités, leurs désirs, etc. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'ils auront besoin de manger, de se loger, de vivre, etc. D'où l'intérêt finalement de l'approche par les droits humains, parce que même à très longue échéance, on peut être à peu près sûr que ça, c'est des invariants. Et puis, il y a un argument qui dit que c'est difficile de conceptualiser des devoirs envers les générations futures pour des raisons épistémiques, parce qu'on ne sait pas justement quelles vont être leurs préférences. Toute l'économie est basée aujourd'hui sur une théorie morale utilitariste qui dit qu'il faut maximiser la satisfaction des préférences des gens, en l'occurrence par la consommation actuellement. On ne sait pas quelles seront les préférences des générations futures, mais on sait par contre quels seront leurs droits fondamentaux. Donc, raison de plus. Donc, c'est un petit peu un artifice, quelque part, conceptuel pour les rendre plus présentes et puis s'imaginer que, voilà, affecter l'intégrité corporelle de quelqu'un qui est à côté de moi ou quelqu'un qui va vivre dans 50 ans, finalement, quelle est la différence? Il a autant de droits qu'Alain à son intégrité corporelle. Ce n'est pas le fait qu'il vive dans 50 ans qui change quoi que ce soit à ça. Ce serait moralement arbitraire de le considérer. Donc, on a les mêmes devoirs envers eux à ce niveau-là que je l'ai envers Alain. Il y a une démarche aussi dans certaines communes japonaises qui est très intéressante, qui s'appelle le Future Design, qui a été mise en place par un professeur japonais qui s'appelle Seijo. Et où là, dans certaines communes japonaises, on fait tout un processus très complexe en 4 étapes qui vise à mettre en place des individus qui, dans le conseil municipal, représentent le futur. On peut appeler des futuriers. Et donc, en fait, c'est vraiment des gens qui sont, par exemple, pour
concevoir la réfection du réseau d'alimentation en eau de la ville de Kyoto, c'est un processus qui a été mis en place. Et ces gens ont un pouvoir de décision dans la commune. Donc on voit qu'on peut essayer d'avoir, ce n'est pas de la prospective, c'est vraiment une tentative d'incarnation, vision du futur. Par exemple, les forestiers vont être des individus qui sont plus capables que des traders à la bourse d'incarner ce que sera le futur d'une société. Voilà, il y a des méthodes qui sont apparues peut-être. Le problème, c'est justement d'essayer d'inscrire ces représentations du futur dans des instances qui ont un pouvoir de décision. On a complété la démocratie représentative qui est, ça a été démontré par des collègues comme Dominique Bourg et d'autres, qu'elle est inadaptée en fait, clairement. Alors, juste pour rebondir là-dessus, on pose assez souvent la question, hein, mais alors, les démocraties, est-ce qu'elles sont aptes à faire face à ce défi? La réponse, d'une part, c'est non. Effectivement, les institutions actuelles sont inadaptées. Mais malheureusement, dans le cas du climat, on a 30 ans à peu près pour résoudre le problème. Hein. 30 ans pour réduire les émissions de CO2 à zéro. Il va falloir faire avec le système qu'on a. C'est ça le gros souci, c'est qu'on ne change pas les institutions de manière radicale aussi facilement que ça. Pour autant qu'on trouve déjà la bonne solution. Parce qu'on ne sait pas, hein, mettre quelques représentants, c'est peut-être absolument inefficace. Peut-être qu'il faut faire des choses beaucoup plus ambitieuses que ça. Dominique Bourg, d'ailleurs, proposait de faire une troisième chambre. Hein. Vous avez le Conseil national, le Conseil des États et le Conseil du futur. Voilà, je ne pense pas que ça va advenir dans le futur proche, malheureusement. Donc, il va falloir faire avec le système qu'on a. Ça veut dire que c'est la base citoyenne qui doit s'emparer de ces soucis-là et puis pousser à l'action les politiques. Oui, monsieur. Alors, merci pour la présentation très pédagogique. Alors, moi, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais vous avez essayé de montrer, si j'ai bien compris, que cette approche pour les droits humains, c'est une bonne idée pour lutter contre le changement climatique, mais est-ce qu'on a des études un peu empiriques qui montrent que ça marche mieux que d'autres approches? Je ne connais pas toutes les approches, hein, mais est-ce qu'on a des études un peu concrètes qui montrent que oui, effectivement, c'est une bonne idée ou ça marche, quoi, ou ça marche mieux que le reste? Ouais. Alors, non, à ma connaissance, il y a plein d'études empiriques sur comment le changement climatique affecte les droits humains. Hein. Est-ce que cette approche marcherait mieux que le reste pour le passage à l'action? Ouais. Pas à ma connaissance. Il y a des retours d'expérience, typiquement les procès dont a parlé Alain en introduction tout à l'heure, qui, pour certains d'entre eux, sont fondés sur la question des droits humains. Donc, les juristes qui s'intéressent à ça sont assez optimistes par rapport à cette voie-là. Maintenant, c'est vrai qu'une partie de mon argumentation était fondée sur le fait que voilà, c'est une base normative très largement partagée. Tout le monde, potentiellement, est pour les droits humains. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des pays qui contestent la légitimité alors, pas forcément toujours ouvertement, mais qui contestent quand même la légitimité de cette approche-là. Et vous savez que dans les traités climatiques, toutes les décisions, les COP, COP 23, 24, 25, 26, toutes les décisions se prennent à l'unanimité. Donc, le fait que les droits humains soient complètement absents des traités climatiques, ce n'est peut-être pas complètement un hasard non plus. Donc, effectivement, ça, ce serait un argument pour dire, bon, ce n'est pas non plus une recette miracle. Mais moi, j'y crois pas mal, sachant qu'elle n'est pas suffisante. Se limiter à éviter la violation des droits humains, c'est vraiment, comme je disais, la barre est assez bas et c'est le minimum syndical, si j'ose dire. Donc, il faudrait faire plus que ça. Oui. Dans la même lignée des questions des droits de l'homme, en l'occurrence, est-ce que tu disais que c'était vraiment la base de la base, mais il y a certainement une réflexion à apporter sur des droits humains, ou voire même des droits de l'humanité qui amènent, comme tu présentais, une logique de droits positifs, parce qu'actuellement, la charte elle est basée sur des droits négatifs individuels. Ouais. Donc des droits collectifs. Collectif et de l'humanité et basé sur un droit positif. Ouais. Oui, je pense que ce serait une bonne chose. Bon, les droits économiques et sociaux, certains sont presque des droits positifs, enfin, dans le sens où c'est une revendication légitime. Ce n'est pas seulement j'ai le droit à ce qu'on n'interfère pas, donc négatif, qu'on n'interfère pas avec mon intégrité corporelle,
mais j'ai le droit à ce qu'on me fournisse assez à manger pour vivre décemment, par exemple, ou des conditions de vie décentes. Mais des droits collectifs, oui, je pense. Alors, je pense que dans le cas de certains peuples autochtones, ça existe déjà partiellement, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais on pourrait imaginer des droits collectifs des générations futures. Ce serait, moi, je pense, une chose assez intéressante. Et surtout, ça éviterait ce problème de la non-identité aussi. Parce que, justement, l'identité du groupe reste à travers le temps. Que ce soit un pays, que ce soit une région culturelle, etc. Même si les individus changent, même si l'identité des individus change, l'identité culturelle du tout reste stable, en général, beaucoup plus stable. Donc, ce serait peut-être une option intéressante. Alors, je ne sais pas en pratique dans quelle mesure ça existe déjà, des droits collectifs de ce type-là, mais en tout cas, pour les peuples autochtones, je crois que c'est le cas. En tout cas, l'avantage du droit, c'est qu'on peut tout inventer. Ouais. Donc, c'est une fiction. Créatif. On a un droit spatial qui date des années 60 quand même actuellement. Problème. Juste un commentaire naïf, peut-être une question, mais on parle souvent du futur, des générations futures, mais finalement, les changements de génération qui sont passés, comme tu l'as dit, les changements climatiques, on les connaissait depuis quand même un certain temps. Et il y a des gens qui étaient intervenus dans le passé pour dire qu'il fallait prendre en compte les générations futures. Si les générations aujourd'hui reprenaient les faillites du passé et les attaquaient, ça a déjà été alerté. Ça fait partie du processus de future design. C'est des étapes. C'est regarder les conséquences des choix passés sur le présent. On a des gens qui sont là, qui ont déjà été affectés ou qui vont l'être. Okay. Se référer à des décisions qui n'ont pas été prises, alors qu'on savait qu'il fallait les prendre. Alors, Greta Thunberg, c'est ce qu'elle fait. Hein. You failed us, elle disait devant l'Assemblée, je ne sais plus quoi, des Nations Unies. Hein? Ouais. C'est-à-dire qu'elle attaque directement les dirigeants actuels pour leur manque de décisions passées. Alors, évidemment, on n'est pas à 300 ans d'écart, mais peut-être une ou deux décennies. Mais le problème est le même. On a deux générations, en l'occurrence, qui se chevauchent, mais où l'une reproche à l'autre d'avoir été trop inactive et de vous voler votre futur. Sur les mots, oui, maintenant, des actions qui peuvent remonter jusqu'à la Cour des droits de l'homme. C'est toujours le malheur de la réflexion éthique et morale. C'est qu'on peut parler de grands principes, on peut se mettre d'accord même sur des principes et ne rien faire malgré tout. Tant que ce n'est pas inscrit concrètement dans des principes juridiques, on sait qu'on a des problèmes, en particulier dans les questions d'action collective, des problèmes de manque de participation, enfin non-compliance en anglais, donc de non-compliance envers les principes. Et toute la question de la motivation morale, c'est aussi un champ d'investigation. Hein, des psychologues s'intéressent à ça. Est-ce que les gens agissent en fonction de leurs valeurs ou non? Souvent, ce n'est pas le cas. Et quand ils le font, dans quelles conditions ils le font, dans quelles conditions ils ne le font pas, etc. Et malheureusement, je n'ai pas la réponse. Donc, une fois encore, c'est une base très solide pour argumentaire, je dirais, pour agir. Ce n'est pas encore une baguette magique. Une solution miracle. Pierre-Louis. Ouais. Moi, j'aimerais revenir sur cette notion de non-identité. Est-ce que tu penses qu'on serait capable aujourd'hui de forcer justement cette identité pour le futur afin d'éviter ce biais non-identitaire? Je sais qu'aujourd'hui, on est capable de nous faire écouter un hit 3 mois à l'avance et d'un coup, on va l'écouter tout l'été et on sera associé à un type de musique pour un type de soirée, par exemple. Est-ce qu'on ne serait pas capable de faire la même chose avec la communication qu'on a actuelle pour pouvoir nous forcer à, on va dire, obtenir une identité future? C'est-à-dire qu'il faudrait manipuler un peu les populations pour être sûr qu'ils s'accouplent avec les bonnes personnes, quoi. Ça va chercher assez loin, quand même. Ouais. Non, je pense qu'il y a des... Alors, moi, j'ai des doutes sur le fait qu'on soit capable de faire ça, déjà, même sans discuter du fait est-ce que ce serait moral de faire. Et je pense qu'on a d'autres moyens d'aller au-delà de ce problème de la non-identité qui obsède beaucoup les philosophes, mais notamment par justement ce genre d'approche-là,
ou par la collectivisation justement du problème. Dire, dans 200 ans, on ne sait pas quelle sera l'identité des citoyens suisses. Par contre, la Suisse, elle sera toujours là, et puis il y aura toujours un peuple suisse, ou un peuple, peu importe quoi, lequel. Ça, c'est une manière aussi. Ça fait couler beaucoup d'encre, ces choses-là. Mais personne, à ma connaissance, a proposé de régler le problème vraiment en manipulant les populations pour le moment. De toute façon, à mon avis, ce serait voué à l'échec. Clôturer cette soirée en remerciant beaucoup encore Augustin Franière pour sa présentation passionnante. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Merci à vous pour vos questions, ouais, très intéressant.